est le plus vieux métier du baseball. Aucun autre jeu n'est si riche en magouilles. Tellement fait pour cela, ou si fier de cela. Cette citation, c'est celle du journaliste sportif américain Thomas Boswell, qui résume ainsi très bien que le baseball, que l'ADN du baseball, c'est aussi la triche. La triche, dans le baseball, est aussi vieille que le jeu lui-même. Elle impacte le jeu, le change, le fait évoluer. Elle impacte son histoire, son organisation et celle de la société qui l'entoure, particulièrement la société américaine. Et puis, elle nourrit sa richesse narrative, notamment en multipliant les anecdotes, les scandales, les petites et grandes histoires. Alors, si j'ai pris ce thème, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le monde du baseball et la société américaine a été secoué par un très grand scandale cet hiver, celui des Astros de Houston, l'une des meilleures équipes de la Major League Baseball, le championnat américain, de ces dernières années. Alors, en fait, ils ont utilisé la technologie pour voler les signaux. Qu'est-ce que sont les signaux? En fait, les signaux, c'est ce que fait le receveur. Vous savez, ce joueur avec tout cet équipement de protection qui reçoit dans un gros gant la balle du lanceur. Et avant de recevoir cette balle-là, il lui fait des signaux, des petits signaux avec les doigts pour lui indiquer la position qu'il souhaite pour la balle ou les effets, les types de balles qu'il souhaite recevoir. Et quand l'attaque arrive à voler ces signaux, à les décoder, ça donne un immense avantage au batteur. Alors, ce ne sont pas les premiers à voler les signaux, ce n'est pas interdit, mais eux, ils ont utilisé la technologie. Or, la technologie pour voler les signaux, depuis quelques années, c'est interdit. Déjà, les Red Sox et les Yankees, en 2017, se sont fait attraper à utiliser des montres connectées, mais les Astros vont faire ça de manière quasi industrielle, notamment avec un système ingénieux, une caméra au fond du terrain, filmer en temps réel le receveur qui faisait ces petits signaux au lanceur, c'était envoyé à une salle vidéo, décrypté en temps réel, et l'information était donnée, là encore, en temps réel au batteur, à l'aide, par exemple, de sifflets, mais surtout en tapant sur la poubelle de l'abri des joueurs. Et grâce à ça, les batteurs avaient un énorme avantage. Alors, ce scandale a vraiment bouleversé la société américaine et le sport américain cet hiver, mais ce n'est pas du tout nouveau, puisque ce système-là, il avait déjà été utilisé en 1951 par les New York Giants. À l'époque, ils ne sont pas encore à San Francisco et ils affrontent leurs grands rivaux de New York, les Brooklyn Dodgers, qui ne sont pas encore partis à Los Angeles. Les deux équipes sont au coude à coude et d'ailleurs, elles terminent à égalité à la fin de la saison. Donc, il faut décider qui va aller affronter les Yankees en World Series, la grande finale de la Ligue américaine. D'ailleurs, petit rappel, si j'ai oublié de le mentionner, mais les Astros en 2017 ont triché. C'est la première année où ils ont gagné les World Series. Donc, c'est pour dire l'importance de cette triche-là. Et on apprend d'ailleurs le scandale quelques jours après leur finale perdue en 2019. Et bien là, pareil, les Giants, pour pouvoir gagner, ils vont utiliser la triche. En fait, un peu le même système que les Astros, ils ont une personne au fond du terrain avec des jumelles qui regarde en temps réel ce que fait le receveur avec ses petits signaux. Il appuie sur un petit buzzer. Le petit buzz est envoyé à l'abri des joueurs et selon le type de buzz, le nombre de buzzers, on sait quel type de lancer va arriver. Et en fait, on pense que c'est grâce à ça que les Giants vont gagner cette série, notamment grâce à un home run légendaire, un des plus grands home runs de l'histoire de la MLB, celui de Bobby Thomson, un home run surnommé The Shot Heard Around the World, le coup entendu autour du monde. Et ce surnom, c'était déjà celui du premier coup de canon de la guerre de sécession en 1861. Donc vous imaginez l'importance de ce home run. Et bien, quelques décennies plus tard, un des joueurs des Giants va avouer que les Giants trichaient grâce à ce système-là. Et bien, ce système, il n'est même pas nouveau, puisque les Phillies de Philadelphie utilisaient un système analogue en 1900. Ils avaient notamment un de leurs coachs qui allait sur les toits des immeubles au fond des terrains et qui, grâce à des jumelles, arrivait à décrypter les signaux du receveur et ensuite, avec un petit journal qu'il agitait, selon comment il l'agitait, il indiquait quel type de lancer allait être fait. Ils avaient aussi une autre triche technologique grâce à des engins télégraphiques qui étaient planqués sous le sol des coachs de troisième base. Au baseball, vous avez des coachs
en troisième et en première base qui indique aux coureurs, à ceux qui ont réussi à monter sur base, s'il faut continuer à courir, s'il faut s'arrêter, s'ils peuvent aller marquer le point. Et grâce à ces engins télégraphiques planqués dans le sol, ils recevaient un choc à la jambe qui leur indiquait quel était le type de lancer qu'allait recevoir le batteur. Alors, sauf qu'un jour, l'un des coachs de Cincinnati, des Reds de Cincinnati, s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, a fouillé dans le sol et a trouvé la supercherie. Donc, ce qu'ont fait les Astros, c'est quelque chose qui est déjà très vieux dans le baseball et qui fait partie des grands scandales de l'histoire du baseball désormais, tout comme celui des Black Sox de 1919. Là aussi, c'est la triche par les matchs qu'on va vendre à des parieurs. Les Black Sox de 1919, en fait, ce sont les Chicago White Sox qui, cette saison-là, c'est la meilleure équipe avec notamment un joueur de légende, Shoeless Joe Jackson. Et en fait, on va apprendre très tôt l'année suivante, en 1920, que les White Sox ont vendu les World Series qu'ils ont joué contre les Reds de Cincinnati. C'est un drame national. Le baseball, le sport roi, le sport national est vendu pour de l'argent, notamment avec sa grande star, Shoeless Joe Jackson. Alors, la justice va les innocenter, mais ça va obliger les propriétaires de ligues et d'équipes à se réorganiser pour regagner la confiance du public. Et ils vont créer un poste qui est aujourd'hui un poste qu'on retrouve dans toutes les grandes ligues NBA, NHL, NFL. C'est le commissaire de la MLB. Et ils vont prendre d'ailleurs un juge, un vrai juge, le juge Keneso Mountain-Landis, pour occuper ce poste. Lui, il va réclamer d'ailleurs les pleins pouvoirs. Et même si la justice innocente les joueurs et les parieurs, lui, il va les bannir à vie, y compris Shoeless Joe Jackson, qui pourtant avait en fait finalement pas très bien compris dans quoi il se mettait les pieds. Ça a été d'ailleurs le meilleur joueur des World Series. Il a frappé comme un dieu, mais il va être pris dans le lot et encore aujourd'hui, il est banni du temple de la renommée du baseball. Et en fait, ce problème-là, il n'est pas nouveau puisque c'est ce qui va présider à la création de la première ligue majeure officielle de baseball, la Ligue nationale, qui existe encore aujourd'hui, en 1876. Juste avant, il y a une ligue professionnelle qui n'arrive pas à exister, problème de structuration, problème avec les parieurs. Et donc, deux personnes, notamment A.J. Spalding, veulent remettre de la vertu dans le baseball et créer cette ligue nationale pour expulser les parieurs et les tricheurs. Et d'ailleurs, ils vont avoir un premier scandale en 1877 avec les Louisville Grey et ils vont bannir à vie toute l'équipe. Mais il faudra attendre quelques années encore après l'année 1920 pour pouvoir voir les parieurs vraiment quitter le monde du baseball. Mais l'année 1920, ce scandale, en plus de Babe Ruth et en plus de changements qu'on va voir sur les règles au niveau des balles, vraiment est une date charnière dans le baseball. L'autre gros scandale, grande période sombre du baseball, c'est la stéroïde era. Fin des années 80, moitié des années 2000, on a un dopage généralisé à l'aide de stéroïdes puis d'hormones de croissance dans le baseball. Alors, pour ceux qui connaissent, vous me direz, le dopage dans le baseball, c'est encore un souci puisque c'est l'un des sports où on a encore le plus de contrôle positif anti-dopage. Mais à cette époque-là, c'est du grand n'importe quoi. Les joueurs prennent 4 tours de biceps. Les plus grands records d'home run sont battus assez simplement, notamment ceux du grand Babe Ruth. Sauf qu'au milieu des années 2000, sort un rapport, le rapport Mitchell, qui va mettre à jour qu'il y a un dopage généralisé, y compris des plus grandes stars du jeu, particulièrement Barry Bonds, qu'on considère comme l'un des trois plus grands joueurs de tous les temps, qui a battu le record de home run sur une saison de Babe Ruth et de Roger Maris, avec 73 home runs. Et en fait, ça va vraiment être une période assez sombre, alors que tout le monde est au courant. Tout le monde se doutait, en fait, des dirigeants aux fans, en passant par les sponsors, les médias, les journalistes, tout le monde se doutait qu'il y avait un dopage généralisé, mais on se voilait la face parce que ça permettait au baseball de regagner de la médiatisation, parce que dans les années 70-80, le baseball a perdu sa place de sport préféré des Américains au profit du football américain. Et donc, voilà, tout le monde a fermé les yeux parce que ça permettait d'avoir un baseball hyper puissant, hyper offensif. Mais aujourd'hui, c'est une période assez sombre où on regarde un peu du coin de l'œil, notamment au niveau des stars et des records. Alors ça, c'est les grands scandales de triche. Mais en fait, le baseball, c'est aussi plein de triches qui agrémentent l'histoire du baseball et qui parfois, d'ailleurs, changent sa nature en partant d'ailleurs des lanceurs. C'est un lanceur qui va changer la nature du baseball. Dans les premières décennies du baseball, c'est un jeu de défense. Le lanceur, il est juste là pour, il a sa petite balle, il la lance gentiment au batteur, le batteur il frappe et c'est les défenseurs qui sont les stars. Et puis en 1859 arrive un jeune lanceur
très doué en cricket et en baseball, Jim Creighton. Et lui, avec une petite torsion du poignet illégale, alors à l'époque, on lance par en dessous, et avec une petite torsion du poignet, il accélère le mouvement de la balle et élimine plus facilement les batteurs. Et il va créer le jeu qu'on connaît aujourd'hui du baseball, c'est cet affrontement entre le lanceur et le batteur. Et c'est une triche qui est à la base de cette révolution du jeu et du jeu que l'on aime, nous, aujourd'hui, voir. Et puis, à l'époque, on avait aussi ce qu'on appelait les speedballers. Les speedballers, c'était ceux qui lançaient la speedball, la balle mouillée. En gros, on mettait du jus de tabac, de la vaseline, de la résine de pin, de la boue, de la salive sur la balle pour soit améliorer les effets, soit pour qu'elle soit beaucoup moins blanche qu'ici, qu'elle soit plus difficile à voir. Sauf qu'en 1920, Ray Chapman, joueur des Indians, joue contre les Yankees et le lanceur des Yankees, Carl Mays, va lui lancer une balle dans la tête. Et il va mourir 24 heures plus tard. C'est le seul décès officiel suite à un match de baseball. Et du coup, on va changer la règle. Les balles qui n'étaient jamais changées en match tant qu'elles étaient plus ou moins potables, on va considérer qu'il faut les changer plus régulièrement et interdire toute substance ou raflure dessus. On interdit les speedballs, sauf pour 17 lanceurs. On considère que pour qu'ils puissent terminer leur carrière dignement, on va leur laisser encore les speedballs. Le dernier, ça sera en 1934. Et pour les autres, c'est interdit. On passe de l'ère de la balle morte à l'ère de la balle vivante. C'est aussi l'année où Babe Ruth devient un frappeur totalement de puissance. Et donc, le jeu est modifié. On se souvient aussi du scandale des Black Sox. Mais il y a quand même des lanceurs qui vont continuer à utiliser cette fameuse balle mouillée, notamment Gaylord Perry, grand lanceur des années 60 à début des années 80. Lui, c'est un spécialiste. Il aime bien utiliser de la vaseline dessus, la vaseline qu'il cache un petit peu partout sur son corps. Et puis, il invente la puffball. Les lanceurs, sur leur monticule, ils ont un petit sac de talc, colophane, qui leur permettent d'avoir les moins moites. Et donc, lui, il charge de talc sa balle. Et quand la balle arrive vers le batteur et le frappeur, on a l'impression que la balle, elle fume, tellement qu'il y a du talc. Et d'ailleurs, même son receveur avait parfois du mal à lui relancer la balle parce que la balle était extrêmement lourde. Et d'ailleurs, ce joueur va inspirer un personnage qui est celui de Eddie Harris, un des personnages cultes du film culte pareil de baseball, Major League, ou en français, les Indians, pour ceux qui l'ont vu. Il y avait aussi Whitey Ford. Alors ça, c'était un lanceur Hall of Famer, Gaylord Perry. Whitey Ford, c'est aussi un lanceur Hall of Famer, vraiment un lanceur de légende. Et lui, il avait inventé la Gunk Ball. La Gunk Ball, c'était en fait un mélange qu'il avait créé avec de l'huile de bébé, du talc et de la térébenthine, qu'il avait planqué dans un déo à billes. Donc, il en mettait sur la balle, ça lui permettait d'améliorer ses effets, de la rendre plus lourde. Il utilisait aussi de la boue, il utilisait aussi son alliance pour érafler la balle, ou alors il demandait à son receveur, sur les boucles de ses protèges tibias, d'érafler la balle. Et donc là, Gunk Ball, il l'a planqué dans un tube de déo à billes. Et le problème, c'est qu'un jour, son receveur, le légendaire Yogi Berra, lui, il avait besoin de déo. Il voit le déo de son coéquipier, il le prend, il s'en met sous les bras. Et vous imaginez bien qu'il s'est retrouvé avec les bras collés par cette fameuse Gunk Ball. Alors, encore très récemment, on a eu des joueurs qui se sont fait prendre. Aujourd'hui, avec les caméras, c'est difficile de tricher, mais certains tentent quand même. On a eu Michael Pineda en 2014 qui a utilisé de la résine de pin et qui l'a caché sur son cou et sur son poignet, sauf qu'avec toutes les caméras qu'on a au stade, forcément, il s'est fait prendre. Et puis, plus anciennement, on a ceux qui ont utilisé ce qu'on appelle les plaques d'Emery ou les papiers de verre pour gratter la balle. Alors, il y a eu par exemple Brian Moller avec les Tigers en 99. Lui, il commence son match, il est nul à chier, il est super nul, il lance n'importe comment, et puis d'un coup, il est infrappable. Alors là, le manager adverse dit c'est pas possible, il y a un souci. Et donc, les arbitres vont vérifier et ils vont trouver sur son pouce du papier de verre qui lui permettait de gratter la balle pour améliorer ses effets. On a Joe Niekro avec les Twins qui fait la même chose en 1987. Quand les arbitres vont vérifier, ils trouvent de la plaque d'Emery et du papier de verre. Alors, je lui demande mais pourquoi? Lui dit en fait, la plaque d'Emery, c'était pour me limer les ongles. D'accord? Mais le papier de verre, comme je suis beaucoup, le papier d'Emery il est un peu mouillé, donc j'utilise le papier de verre. Alors vous imaginez bien que ça n'a pas marché, éjection et suspension. On a Rick Honeycutt, lui, il a utilisé une punaise en 1980 avec les Dodgers. Il avait une punaise sur le pouce qu'un adversaire a vu, et quand les arbitres ont vérifié, ils ont trouvé la punaise. Ils ont aussi trouvé une éraflure sous la casquette, parce qu'il avait totalement oublié qu'il avait la punaise, et il s'est éraflé la tête avec sa propre punaise. Donc voilà, ça c'est des genres de triches qu'on peut trouver très facilement chez les lanceurs, qu'on trouve encore un petit peu. D'ailleurs, quand Pineda s'est fait choper en 2014, un adversaire des Red Sox, donc les rivaux, David Ortiz, avait dit non, vous savez, de toute façon, c'est pas le seul à le faire. Alors, les lanceurs, ils trichent,
les batteurs aussi ils trichent avec ce qu'on appelle les cork-battes. Alors, les cork-battes, ce sont des battes qui ne sont pas homologuées parce qu'en fait, ce sont des battes interdites, c'est des battes trafiquées qui ont un cœur de liège ou un cœur de Super Bowl. C'est des balles rebondissantes. Ça permet à la balle d'être plus légère et de mieux frapper des home runs. Alors, plusieurs joueurs se sont fait attraper avec des cork-battes ou ont avoué après leur carrière en avoir utilisé, notamment Greg Nettles avec les Yankees qui un jour a cassé sa batte et toutes les petites Super Bowl sont sorties de la batte. Forcément, les arbitres n'ont pas apprécié, il s'est fait éjecter et pour sa défense, il avait dit que c'était une batte que lui avait donnée un fan des Yankees à Chicago, comme si un joueur professionnel utilisait la batte donnée par un inconnu. Et puis, la plus célèbre affaire, c'est celle d'Albert Bell, grande star des années 90, énorme frappeur de puissance, et qui, avec les Indians, jouait à Chicago en juillet 1994 chez les White Sox. Et puis, le manager en face, il dit, c'est bizarre quand même, sa batte là, je trouve qu'il frappe beaucoup trop bien. Du coup, il demande à vérifier. Il a le droit, il demande à ce qu'une batte soit vérifiée. Les arbitres prennent la batte, ils regardent, ils ne trouvent pas grand-chose. Néanmoins, ils décident de l'amener à New York pour faire passer des examens au rayon X. Et donc, ils la mettent dans le vestiaire des arbitres, sous clé dans un casier. Alors, ça embête un peu les Indians. Et ils chargent un des joueurs de l'équipe, le lanceur Jason Grimsley, d'aller rechercher la batte et de la remplacer par une batte conforme. Et voilà Grimsley dans les conduits d'aération, avec sa batte, sa lampe de poche, à ramper, mission impossible, jusqu'au vestiaire des arbitres. Et il fracture un petit peu le casier, il remplace la batte et il repart. Sauf que quand les arbitres reviennent à la fin du match, ils se rendent compte que, un, le casier est fracturé, et puis deux, ce n'est pas le même nom qu'on a sur la batte, ce n'est pas celui d'Albert Bell. Donc, il dépose plainte. Le FBI est saisi. Et le FBI va dire, si vous ne voulez pas qu'on enquête, il faut ramener la batte. La batte originelle sera ramenée, examen au rayon X, c'est une cork-batte. Albert Bell sera suspendu. Bon, il n'a pas eu beaucoup de matchs de suspension, donc c'était quand même pas si grave que ça. Alors, il y a aussi les défenseurs qui trichent. Et parmi eux, il y en a deux très célèbres pour ça. Le premier, c'est Mike Kelly, dit King Kelly, la plus grande star du baseball de la fin du 19e siècle, la première superstar people du baseball et du sport moderne, le premier joueur à avoir eu son autobiographie, aussi acteur de vaudeville. Et puis, sur le terrain, c'était un super batteur, mais aussi un très grand défenseur. Et qui jouait un peu avec les règles assez floues du baseball à l'époque. Donc d'ailleurs, on ne l'a jamais vraiment considéré comme un tricheur. Aujourd'hui, on dirait que c'était un tricheur. À l'époque, c'était un génie et un filou à la fois. Et une de ses techniques, c'était de mener une balle cachée dans son uniforme. Et quand la balle était frappée et qu'on n'arrivait pas à la retrouver, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul arbitre, et puis les balles, je vous dis, elles étaient assez foncées, donc on ne les trouvait pas très forcément tout le temps, hop, il sortait la balle en disant « Regardez, je l'ai trouvé, lui, il est éliminé, je l'ai attrapé de volée ». Donc, c'était une de ses astuces. Un autre joueur de légende à avoir utilisé ça, c'est John McGraw. John McGraw, il est surtout connu pour être un manager des New York Giants de légende, il est au Hall of Fame. C'est aussi le premier président d'honneur de la Fédération française de baseball en 1924, pour la petite histoire. Et lui, il était quand il défendait sur sa troisième base, il adorait empêcher les joueurs adverses d'aller sur sa base ou d'aller courir au marbre pour marquer le point. Donc, il leur attrapait les ceintures, les boucles, il les faisait trébucher. Et comme encore à l'époque, il n'y avait qu'un seul arbitre, c'était assez simple pour lui d'être aussi filou, aussi tricheur sans se faire prendre. Alors, ce n'est pas le seul. Il n'y a pas que les joueurs qui trichent. Il y a aussi les gens de l'encadrement. Par exemple, là encore, un personnage de légende, un vrai roman à lui tout seul, c'est Bill Vick, grand propriétaire de plusieurs équipes de baseball. Et lui, il était connu pour avoir une clôture amovible au fond du terrain qu'il bougeait selon les adversaires de ses équipes. Comme ça, quand l'adversaire était très puissant, on reculait la clôture. Quand il était moins puissant, on avançait la clôture. Alors ça, cette technique-là, elle a obligé la MLB à sévir et à dire que dorénavant, chaque dimension de terrain vaut pour une saison. Cette technique, elle a été aussi utilisée par une grande famille de tricheurs, c'est la famille Bossard. Les Bossard, ils ont triché sur 3 générations pendant 90 ans. D'abord, le grand-père Émile, pour les Indians Cleveland dans les années 20 et les années 30. Lui, pareil, il utilisait ce système de clôture amovible selon les adversaires de son équipe, notamment contre les Yankees. Parce que les Yankees étaient tellement puissants avec Lou Gehrig et Babe Ruth que quand ils arrivaient, hop, ils reculaient de plusieurs mètres pour éviter de se prendre trop de home run. Ensuite, ça a été son fils, Jen Bossard, qui a travaillé pour les White Sox de Chicago à partir des années 40. Alors lui, il avait 3 techniques de triche. La première, c'était il alourdissait les balles des adversaires. Il les mettait dans une pièce froide et humide
En quelques jours, elles prenaient une quarantaine de grammes et elles étaient beaucoup plus difficiles à lancer pour les adversaires. Il arrosait aussi le terrain différemment selon les lanceurs de son équipe pour les avantager. Et entre chaque manche, on arrose toujours un peu le terrain pour l'humidifier. Et lui, quand il arrosait le terrain, il alourdissait le terrain pour que les coureurs adverses, quand ils passaient à l'attaque, aient plus de mal à courir entre les bases. Et puis en revanche, quand son équipe arrivait à l'attaque, le terrain avait séché et pour eux, c'était beaucoup plus simple de voler des bases. Et ça, ces techniques, il va aussi les transmettre à son fils Roger dans les années 80. Donc, 3 générations de tricheurs. Et puis, je vais terminer sur une dernière petite triche, celle de Dani Almonte. Dani Almonte, 2001, il a 12 ans, il fait 1m72, il lance à 122 km/h. C'est la star des Little League World Series, la plus grande compétition jeune du monde. Lui, il est dans la catégorie des 10-12 ans. Il les domine comme jamais on a dominé les Little League World Series. Alors, il y a 2 équipes qui disent quand même, c'est bizarre, hein. Ce jeune qu'on appelle Little Unit, en référence à Big Unit, qui était le surnom qu'on donnait au meilleur lanceur de l'époque, Randy Johnson, ils engagent des détectives privés. Mais les détectives ne trouvent rien. Ce sont 2 journalistes de Sport Illustrated, donc grand magazine américain, qui vont trouver l'astuce. En fait, le père, sans le dire à son fils, hein, avait changé sa date de naissance. Il n'avait pas 12, mais 14 ans. Et au final, Dani Almonte, il ne va pas rayonner sur les terrains, il va rayonner à la télé, parce que cette histoire, elle va inspirer un épisode de la célèbre série New York Police Judiciaire. Alors voilà, très rapidement, j'ai brossé un tableau de la triche dans le baseball. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais vraiment, c'est ce qui donne aussi le sel, même les scandales, même les périodes sombres, c'est ça qui donne le sel à la richesse narrative de ce sport. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y en a parmi vous qui ont des questions, vous pouvez mettre une petite réaction pouce et débloquer votre micro. Ah, alors Julie, vas-y, tu n'as pas de pouce, mais toujours une question. Julie, tu... Ah oui, c'est bon, pardon, on galérait à remettre le micro. Oui, du coup, merci pour l'information. Et du coup, je me demandais si pour toi, il y a des triches dans le baseball qui sont... Parce que tu as l'air de dire que quelque part, ça fait partie du sport et que ça fait partie de la beauté presque du sport. Est-ce qu'il y en a il y a des types de triches qui sont plutôt positives et comment dire, presque glorieuses et d'autres qui ne le sont pas, par exemple, j'imagine le dopage ou est-ce que toutes les triches se valent? C'est ça ma question. Non, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je saluais une de mes camarades du site The Strikeout et j'ai fait un article cet hiver suite au scandale des Astros, plusieurs articles sur la triche. Parce qu'effectivement, la triche, elle n'est pas vécue de la même manière par les fans, que ce soit en France d'ailleurs ou aux États-Unis. Il y en a certaines qui sont acceptées. Alors en fait, il y a ce qu'on appelle les règles officielles et les règles non écrites. Les règles officielles, si on se fait attraper, on est sanctionné. Les règles non écrites, c'est des règles qu'on doit respecter. Si on se fait attraper, on n'est pas forcément sanctionné, mais en gros, on va se dire, ouh là, tu es un tricheur, c'est pas beau ce que tu as fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a des triches qui sont pas du tout acceptées. Le dopage, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Même si encore aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de dopage, mais la stéroïdera, c'est vraiment une période où il y a beaucoup encore de discussions sur est-ce que les joueurs stars de l'époque, qui sont, comme je le disais, pour certains, parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, est-ce qu'on peut les considérer comme les joueurs, parmi les joueurs les meilleurs qu'on ait connus? Est-ce qu'on doit les faire rentrer au Hall of Fame du baseball? Pour l'instant, pour certains, on leur refuse l'accès à ce Hall of Fame. Ils n'ont pas assez de votes pour y rentrer, parce qu'il y a vraiment un débat là-dessus. Après, ça dépend un peu les valeurs morales de la société dans laquelle le sport évolue. On va dire qu'aux États-Unis, donc la personne qui réussit par elle, c'est quelque chose qu'on va valoriser. Mais quand on apprend qu'elle a triché pour ça, ça égratigne l'American Way of Life. Ça égratigne le rêve américain. Donc c'est vrai que voilà, toutes les triches ne se valent pas. Mais actuellement, le dopage, ça fait vraiment partie de ça. Et le scandale des Astros a mis en lumière que les triches, grâce à la technologie, c'est aussi quelque chose qui est très très peu apprécié. Là, pour le coup, les Astros sont devenus peut-être l'équipe la plus détestée du baseball, ce qui était le cas plutôt de mon équipe favorite,
les Yankees de New York parce qu'ils ont trop d'argent et qu'ils ont gagné 27 World Series dans leur histoire. Et là, depuis quelques mois, c'est plutôt les Astros parce qu'on considère que pour gagner leur seul titre, ils sont allés trop loin dans la triche. En gros, c'est un peu il faut gagner par soi-même ou tricher par soi-même, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, après, quand on est sur de la malice, du filou, c'est quelque chose qui est accepté. Les corkebats, par exemple, c'est pas, personne n'a été mis au pilori pour les corkebats. Voilà, on se fait attraper, on est suspendu, on paye son amende. Bon, mais c'est des histoires marrantes. Et pareil pour les speedballs, c'est des histoires marrantes. Mais quand on est sur des triches quasi industrielles, où là vraiment on fausse le jeu sur le temps, ouais, là c'est pas du tout accepté. Il y a Maxime aussi qui avait une question. Maxime, tu peux remettre le micro. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Super. Bonjour Gaëtan, merci pour ton intervention. J'ai trouvé ça génial. J'ai jamais joué au baseball, mais c'est pas grave. Alors, une question. Est-ce qu'au foot, par exemple, quand les joueurs ils rentrent sur le terrain, il y a toujours l'arbitre qui vient les voir, qui vérifie les crampons, qui vérifie qu'ils ont bien retiré tous leurs bracelets, tous les objets qui ne peuvent pas rentrer sur un terrain de foot. Et quand tu racontes tout ce qui se passe, enfin, on imagine qu'il y a des tas de magouilles différentes et très sophistiquées, mais est-ce qu'ils ont, comment dire, avec toute cette connaissance des triches possibles, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont obligés à vérifier dans les vestiaires ou avant de rentrer sur le terrain ou au moment de rentrer sur le terrain? Alors, de mémoire, oui, il y a des vérifications qui sont faites, mais pas forcément toujours au début. Alors, ils vérifient que le terrain est en état, hein, mais ils ne vont pas vérifier si on a trop arrosé, pas assez arrosé, pour permettre de tricher. Après, c'est beaucoup de contestations qui vont mettre en lumière certaines triches. Par exemple, pour les Astros, les arbitres n'ont jamais rien vu. Mais en fait, c'est parce que c'est un lanceur de cette année-là des Astros qui, finalement, sa conscience lui a dicté d'en parler. Et c'est comme ça que l'affaire est sortie. Après, il y a certaines triches qui ont disparu. Les corkebats, on n'entend plus parler. Les speedballers, il y en a encore un petit peu, mais quand même de moins en moins. Donc, ils se font attraper en temps réel par les caméras. Même si aujourd'hui, on a quand même 4 ou 6 arbitres sur le terrain, ils ne peuvent quand même pas tout voir. Il y a, on va dire, une sorte de confiance dans l'idée que les équipes respectent les règles. Mais bon, quand on est sur des très grosses triches, ça finit toujours par ressortir. Donc, tout ne peut pas malheureusement être vérifié, mais quelque part, c'est bien aussi, c'est le droit à l'erreur qui permet que tout ne soit pas contrôlé. C'est ça qui permet aussi que le jeu soit intéressant. Sinon, il serait trop aseptisé. Merci. Alors, il y a aussi une question de Clara, mais avant, j'ai eu une question dans le chat qui disait « Les Astros qui tapent sur une poubelle, ça doit quand même attirer l'attention. » En fait, oui et non. C'est-à-dire que quand, en fait, le gros souci des Astros, en plus, c'est que pendant ces derniers playoffs en 2019, donc c'était une des équipes favorites, et déjà, on s'est demandé s'ils n'ont pas triché en 2019. C'est-à-dire que plusieurs équipes se sont dit, est-ce que là, on n'est pas en train de se faire voler nos signaux? Mais il n'y avait pas vraiment d'éléments probants. Et certaines personnes ont commencé un petit peu à regarder les anciennes vidéos, et quand le scandale est sorti, certains ont regardé les matchs de 2017 et ont entendu à ce moment-là les bruits de poubelle qui étaient passés finalement inaperçus parce que quand même au baseball, vous avez 40 000, 50 000, 60 000 personnes dans le stade. Vous ne pouvez pas forcément tout entendre. Et là, en sachant ce qu'il faut entendre, ben oui, on les a entendus, les bruits de poubelle. Mais c'était 2 ans après. Là, il faut s'imaginer quand même que l'ambiance au baseball, c'est certes une ambiance de foot, sauf au Japon où c'est des ambiances de dingue, mais vous avez quand même énormément de bruit. Donc du coup, tout ne s'entend pas. Ok. Clara, une dernière petite question peut-être, et après on va devoir terminer puisqu'il y a une autre conférence qui enchaîne dont je vous mettrai le lien dans la conversation. Bonjour Gaëtan, merci déjà, j'ai trouvé ça fascinant, toutes ces anecdotes. Tu as parlé des triches des joueurs, des différents postes, des triches du staff. Est-ce que à ta connaissance, il y a déjà eu des triches d'arbitres? Au tout début du baseball, oui, il y a ça revient à l'histoire des parieurs. Hein.
Il y avait des arbitres. À l'époque, les arbitres étaient payés par match. Ils n'étaient pas forcément toujours bien payés. C'était un métier qui était dangereux dans les premières années du baseball. On pouvait se faire violenter par les coachs, par les joueurs, par le public. On pouvait se faire courser par toute une population parce qu'on avait fait perdre l'équipe locale. Donc, du coup, certains pouvaient, on va dire, toucher un petit peu d'argent pour arranger telle ou telle équipe. Voilà. Mais c'était vraiment dans les premières décennies du baseball. Depuis le début des années, depuis le début du XXe siècle, l'arbitrage s'est vraiment professionnalisé, a été pris en main par les ligues, puis par la MLB. Donc, du coup, les scandales de triche par rapport aux arbitres, non. Le gros souci des arbitres, c'est plutôt de savoir est-ce qu'ils sont bons, pas bons. Et on a plus des erreurs d'arbitrage qui, aujourd'hui, font partie des grandes histoires du baseball. Merci beaucoup Gaëtan, merci à tous. Je viens de mettre donc, dans la conversation le lien pour la prochaine conférence, mettre en boîte la production locale de Deolinda des Tata Flingueuses. Donc voilà, n'hésitez pas, elle est super cette conférence. Merci tout le monde pour m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci Gaëtan.